J'ai demandé de l'amour, il m'a donné du linge à laver. Chapitre 1. Si quelqu'un m'avait dit, à ce moment-là, que l'odeur de lavande finirait par déclencher une boule au ventre, je l'aurais regardé comme une folle. Aujourd'hui, je ne peux même plus entrer dans une pharmacie sans sentir mon cœur battre trop fort. Quelque part entre les allées des cotons-tiges et les shampoings était insouciant. Cet été d'avant où tout s'est éboulé. On s'est rencontrés à une expo de street art à Lyon. Je suis arrivée seule. Juste après une dispute de trop avec mon ex. En t-shirt taché de pesto, oui, j'étais sérieuse quand j'ai dit que je ne l'avais pas vu. Lui, avec un ami, en train de débattre avec une sorte de passion gourmande sur la texture des coups de pinceau, comme s'il choisissait un fromage rare dans une cave d'esthète. On était tous les deux un peu paumés. Peut-être que c'est ça qui a formé notre accord silencieux. Avec lui, tout paraissait simple. Plus simple que tout ce que je savais déjà. Il ne posait pas les questions pour lesquelles je n'avais aucune réponse. Il ne faisait pas de mine grave. Il proposait des cafés en gobelet en carton au bord du Rhône et écoutait mes divagations sur la littérature. Même si, au fond, je suspectais qu'il comprenait mieux un Saxe qu'un alexandrin. Un mois plus tard, il a dit « Pourquoi payer 2 frigos ? On emménageait ensemble. » Comme si un frigo de moins rendait l'amour plus facile. Et moi, stupide, j'ai été émue. Un type pragmatique. Un plus. Un faux bonheur facile. Un autre mois plus tard, un retard. Une semaine. Quelques crises de déréalisation. Puis un test. Je suis debout devant lui, ce test à la main, comme l'héroïne fatiguée d'un drame que personne ne filme. Lui blanchi d'un seul coup, comme si j'avais sorti, non pas un bout de papier, mais une arme. Il était drôle, chaleureux, tendre. Et tout à coup, le vide, glacial, clinique, comme une salle d'attente d'hôpital. C'est trop tôt. Il a soufflé, sans crier, sans fureur, mais je l'ai senti reculer. À l'intérieur, peut-être un recul de peur, ou de panique, ou de lâcheté. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé ma main sur mon ventre, doucement, pour qu'il voie, pour qu'il comprenne. Que ce nous soudain voulait dire nous trois. Peut-être. Mais la vie n'est jamais ponctuelle. Il m'a regardé comme si j'étais un problème qu'il venait de hériter. Puis il a baissé les yeux. Le silence est tombé, lourd, épais, tant, comme un vieux rideau à la fenêtre qui pend depuis trop longtemps, prêt à se déchirer. Soit tu restes, j'ai dit. Soit on ferme la porte sans toi. Pas de colère, pas de drame, un constat, une évidence. Je suis restée debout, comme on reste quand la terre tremble sous ses pieds. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas crié. Il est parti, calme, propre. Il a refermé derrière lui à double tour. J'ai entendu le clic du verrou, trop fort pour être seulement un bruit. Je suis restée là, dans ce qui avait été notre chambre. Celle où, un mois plus tôt, on passait des heures à discuter de l'orientation du frigo comme si c'était la question du siècle. Où il avait accroché un crochet pour la serviette trop haut, et quand je n'atteignais pas, il lançait « Tu veux pas assez sécher tes mains, c'est tout ». Où j'avais regardé Star Wars pour la première fois, en faisant semblant de comprendre les sabres laser, mais en réalité, j'admirais son visage émerveillé. Dans cette pièce, j'ai cru au bonheur silencieux, doux, léger, simple. Pouvoir taire ce qu'on ne voulait pas dire. Rire de ses chaussettes licornes le matin. Sans honte. Penser, peu importe, tant qu'il est s'il est là. Il reste l'écho de ses pas. Et mon souffle, trop fort. Comme si l'air autour de moi s'était raréfié. Je sens mon corps trembler. Léger, frêle, comme une branche au-dessus d'un lac encore figé. Quelque part en moi, je crois qu'il y a maintenant 2 cœurs. L'un bat fort, rageur. L'autre, doucement, incertain, en attente, à l'écoute, pour savoir si le premier osa un jour aimer vraiment. Je suis dans la cuisine. J'ai une tasse de tisane à la menthe entre les mains. Les mots de ma mère me reviennent, comme une berceuse qu'elle murmurait quand un chagrin me serrait le ventre. Ne t'en fais pas, mon soleil. Respire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à respirer. Je ne sais pas si j'ai pleuré. Je me souviens d'un regard fixe sur mes chaussettes trouées, si symbolique. Quand tout s'effondre, ce sont les moindres détails qu'on oublie de réparer. J'ai nettoyé la table, jeté un œil au camembert dans le frigo. Google m'a rappelé que c'est déconseillé pour la grossesse. Peu importe. J'ai refait le lit. J'ai murmuré « Tu vas t'en sortir ». J'ai observé la fenêtre, imaginé un avenir où je n'aurais plus besoin d'expliquer à mon enfant pourquoi son père est parti.
Puis, un bruit à la porte, un coup sec. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était lui. Les yeux rouges, les mains tremblantes. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit. Elle a demandé « Comment j'ai pu te laisser ?» Puis, silence. Je l'ai regardé, en silence. J'ai posé une question, doucement, comme un défi qu'on ose lancer. « Est-ce que tu as assez de force pour rester avec moi ?» Il a fermé les yeux. Un frisson, un poids, une mémoire. Je n'ai pas eu de père. Le mien est parti quand j'avais 3 mois. Il a refait sa vie. Il y a une autre femme. Ils ont adopté une petite fille. Ma mère, elle est morte, d'une peine sans voix. Et moi, je ne veux pas devenir lui. Il a respiré. Je reste. Je n'ai pas crié de joie. Je ne me suis pas jetée dans ses bras. Je n'ai pas pleuré. J'ai dit « D'accord ». Et quelque part, dans un coin de mon esprit, une pensée froide, honnête, presque cynique. On va voir combien de temps tu tiendras. Parce que l'amour, ce n'est pas un feu d'artifice dans le ciel. C'est un long souffle chargé de larmes anciennes, de regrets et de l'odeur d'une lavande qu'on ne supporte parfois plus, mais qui revient, silencieusement, comme un souvenir tenace. Chapitre 2. Quand il est parti, je suis restée seule. Juste moi et 3 oranges qui roulaient dans l'allée du frigo, comme des reproches agrumes. Voilà ta belle vie à 2. Je n'ai pas versé une larme. J'ai déroulé une carte, une vraie, de celle qu'on chasse au trésor. Et j'ai commencé à chercher un endroit pour m'en aller. Loin, très loin. De préférence, pas chez mes parents. Ni dans une tragédie lumineuse. Venir chez eux enceinte ? Non merci. Maman m'aurait prise dans ses bras, oui. Mais mon père, lui croit encore qu'une grossesse hors mariage, c'est comme un vieux meuble bancal. Il fonctionne encore, mais il n'est plus propre. Surtout quand le père est un fantôme disparu depuis des années, emportant avec lui son sens du devoir. Je suis restée allongée sur le canapé, le regard fixé au plafond. Dans ma tête, j'imaginais. Peut-être qu'il composerait un numéro, appellerait un ami artiste et dirait « J'ai craqué, je suis partie, j'en pouvais plus ». Ou, plus vraisemblable, tu n'imagines pas… Elle m'a simplement dit qu'elle était enceinte, très calmement, comme si elle annonçait le menu du jour. Je suis restée en pyjama jusqu'au soir. Tout ce temps, je parlais à mon ventre, comme avec un invité non invité qui n'avait rien versé. « Écoute mon petit », dis-je doucement, « toi et moi, on va devoir s'arranger sans contrat, sans mode d'emploi. » Puis un bruit à la porte, un coup sec. Je me suis levée. Et c'était lui, tout chiffonné, comme un vieux rideau lavé trop fort, les yeux rouges. Il ne disait rien d'abord. « J'ai appelé ma mère », a-t-il murmuré. Et c'était tout. Pendant que je lançais la grechka dans l'eau bouillante, il restait immobile, comme si ses pensées bouillaient plus fort que la casserole. Enfin, il a soupiré. Elle m'a demandé comment j'avais pu te laisser. Elle m'a rappelé mon propre abandon. Quand j'avais 3 mois. Mon père est parti pour une autre femme. Celle-là ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont adopté une petite fille. Tu sais comment ils l'avaient choisie ? Elle a couru vers eux en criant « Maman !» Il a cru en ce cri. Comme on croit à un salut, à un signe dicté par le destin. Je l'ai écouté. J'ai hoché la tête, pas parce que je comprenais, mais parce qu'il n'y avait rien de mieux à offrir. Parfois, le silence est moins dangereux que des mots maladroits. Il m'emmenait le week-end, me plaçait sous la douche, me changeait comme un vêtement sale qu'on jette, puis, avant de me renvoyer, m'en remettait. Il a souri, ce sourire amer, celui d'un enfant gelé trop vite. « Je ne veux pas devenir comme lui », a-t-il dit. « Je reste, si tu le veux. » Si tu le veux. Un aveu brutal, le plus beau que j'ai entendu en 48 heures. Le matin suivant, je me suis réveillée au parfum du café et à l'odeur douceâtre des saucisses bouillies. Et j'ai pensé « Bon, peut-être qu'il reste cette fois. J'avais tort. Mais ça, c'est pour plus tard. » Chapitre 3. Le matin a commencé comme si j'avais failli assassiner son grille-pain. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'il a eu l'idée, absurde, de décongeler un croissant. Qui décongèle un croissant dans un grille-pain ? Visiblement, ceux qui rentrent après un discours emphatique « Je ne veux pas devenir comme mon père ». Et le lendemain mangent comme des hamsters sans manière. Il était assis dans la cuisine, mordillant un coin du croissant, le regard vide fixé sur la prise électrique. Moi, j'essayais de ne pas chercher dans ce geste une symbolique trop lourde. « Je vais appeler ma mère », dit-il. « Juste, évite la prise électrique », ai-je répliqué. Il n'a pas ri,
trop sérieux pour ça, comme s'il se préparait à une confession. Il s'est assis, a tourné son téléphone entre ses mains, puis a composé le numéro. Le haut-parleur n'était pas activé, mais sa mère parlait si fort et avec tant de vinaigre dans la voix que j'ai entendu chaque mot. L'acidité me piquait les yeux. « Comment as-tu osé? Tu es fou !» hurla-t-elle. « Maman, commença-t-il. Partir quand elle est enceinte? Qui t'a élevé, bon sang? Ah oui, moi, vociféra-t-elle. À ce moment-là, j'ai compris deux choses. 1. Il portait vraiment un passé compliqué. 2. Je ne m'immiscerai pas. Pas parce que j'étais noble, mais parce que j'avais peur de cette femme. Il est resté silencieux, tandis qu'elle, elle semblait lister ses manques. Non pas comme un fils, mais comme un dossier classé au DEG 42 dans l'archive des ratés familiaux. Tu te souviens quand il t'a largué à l'arrêt de bus que tu portais ce vieux combi vert trop grand? Vociféra-t-elle. Avant de te rendre, il t'a refait enfiler tes haillons pour que tu ne les portes pas devant les copains. Comme si tu étais une poupée usagée à remettre à neuf. Je regardais depuis le balcon. Tu rentrais seul, petit, perdu. Tu pensais que je voulais qu'un gamin comme ça ait un autre môme dans les pattes? Il ne pleurait pas. Mais j'ai vu, si ses défenses avaient été un peu plus fragiles, il se serait effondré. Ses doigts se serraient en poing sur ses genoux. « Maman, je ne veux pas être comme lui », a-t-il murmuré. « Alors ne le sois pas, bordel !» a-t-elle hurlé avant de raccrocher. Je me suis approchée sans un mot et j'ai posé une tasse de thé sur la table. Pas parce que le thé allait tout réparer, mais parce qu'on n'avait plus l'énergie pour le café. Il m'a regardée, un visage qui n'exprimait plus la culpabilité du coupable, mais la gravité de celui qui reconnaît enfin sa faute. Il y a une différence. Diaphane, cruciale. « Je ne sais pas si je vais y arriver », a-t-il soufflé. « Personne ne le sait », ai-je répondu. « Mais si tu remets un croissant dans le grille-pain, ça ne marchera pas. » Il a ri, et j'ai ri aussi. Parfois, le plus dur des dialogues n'est pas entre un mari et une femme. C'est entre un homme et son passé. Surtout quand ce passé vit encore dans un peignoir de l'autre côté de la ville. Chapitre 4. Si on m'avait payé à chaque fois qu'on me disait « tu ne fais rien pour être jolie », je serais probablement déjà allongée sous un palmier à l'île Maurice, sirotant de l'eau de coco à la paille. Mais ce matin-là, je me tenais devant la cuisinière, en jogging, les genoux presque transparents, comme des vieux draps fatigués, essayant de bricoler un repas avec les restes de pâtes et un seul œuf. Spoiler. Un omelette accompagné de remords. On s'est mariés à la mairie, au 2e étage, dans un bureau où l'air sentait le papier, le café tiède et le désenchantement. L'employé avait des ongles à la manière de ma belle-mère. Et ce regard, ça m'est égal. Lui a répondu « Oui », si bas que j'ai dû répéter. Il a réitéré « ouais ». Romantisme version film à petit budget. De retour chez nous, j'ai préparé une soupe. Il a mis la télé. Silence confortable, matelas de bruit de fond. Tout semblait correct. Selon le manuel, minimum de passion, maximum de stabilité. Je faisais des efforts. Je cuisinais. Je rangeais. Je tentais de rendre notre appartement chaleureux. J'avais même acheté des bougies, parfumées à l'odeur de souvenirs qu'on aurait voulu effacer. Lui, il bossait. Beaucoup. Il ramenait de l'argent. Pensait que ça suffisait. Et c'est là que le plus cruel a commencé. Le silence. Pas un cri. Non. Un glissement tranquille du quotidien. Quand la sellette était finie, on en parlait. On vivait sous le même toit, mais sur des étages différents. « Tu as vu où sont mes chaussettes ?» demandait-il. Et moi, intérieurement, j'ai vu mes rêves partir à la vaisselle. Mais je répondais calmement, dans le tiroir, sous les t-shirts. Puis, il a commencé à balancer des phrases comme des pierres. « Tu ne fais rien pour être attirante. » Et moi, à mi-voix, en pensant « Tu as essayé d'être séduisant en marchant dans un jean troué et en traînant un sac poubelle qui fuit ?» Un matin, j'ai acheté une robe, rouge, décolletée. Je l'ai mise, il est rentré à regarder et a demandé « Tu vas quelque part ?»« Oui. »« Au couvent. » Cela accepte les femmes qui ont fini d'expliquer que robe, ce n'est pas pour séduire, c'est juste pour elle. Je me suis remise à parler toute seule, pendant qu'il parlait à la télé. Nous avons convié le « nous » dans une parenthèse vide. Une nuit, il a renversé du lait. L'odeur aigre m'a tiré du sommeil. Et j'ai compris. Je n'étais plus une femme qui vivait. Je suis devenue une femme qui existait entre la vaisselle, la cuisine,
en imaginant ce qu'il ressent s'il ne regarde pas, mais glisse juste un regard, comme devant un article qu'on feuillette dans un supermarché. Je ne dis rien, parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de parler, juste d'exister. Puis, j'ai vu son téléphone. Un message, une conversation, mais ça, c'est une autre histoire. Chapitre 5, il avait toujours le téléphone posé face contre table. Comme si un aimant invisible l'attirait vers le sol, emportant avec lui tous ses secrets. Je ne fouillais jamais, non pas par confiance, mais parce que j'étais trop fatiguée pour jouer les détectives. Tu vois, quand tu dors 4 heures par nuit, le téléphone de ton mari devient le dernier quête possible. Et ça suppose un peu d'énergie. Mais un matin, il l'a oublié, juste laissé à charger sur la table de la cuisine. Déverrouillé, seul, comme un ravioli dans l'eau sans bouillon. Je n'avais pas l'intention de regarder, sérieusement. Je suis juste allée le pousser un peu, pour l'éloigner d'un bol de flocons d'avoine. Parce qu'on sait tous les deux qu'avoine plus électricité est très mauvaise idée. Mais l'écran a clignoté. Et j'ai vu un nom. Diana, avec un petit cœur en emoji. Bonjour anxiété. J'ai ouvert. Main tremblante, comme si je prenais connaissance d'un testament, pas d'un simple fil de discussion. Il n'y avait rien de sale, aucune image explicite. Juste du flirt. Beaucoup. Léger, sans engagement, comme aiment dire ceux dont la conscience part en vacances. Tu es trop drôle. On peut tout se dire avec toi. J'ai besoin de parler. Tu as besoin de parler, dis-tu. Et moi, alors, qui dîne de pâte avec l'air d'une femme en plein coma relationnel, regard figé, silence de plomb, comme si j'étais un acte notarié sans droit? J'ai refermé le téléphone. Je ne l'ai pas effacé. Je n'ai pas hurlé. Je ne me suis pas effondrée. J'ai juste pris le bébé et décidé de sortir. C'était notre petite habitude. Du pain pour les canards, un vélo pour l'enfant et un sourire bidon pour moi. Le vélo n'était guère utile, d'ailleurs, l'enfant l'abandonnait dès que trouvait un bâton glané au bord d'un buisson. Mais sans ce vélo, je me serais tiré les oreilles en écoutant un concert continu de « Maman, mais pourquoi ?» digne d'un âne en pleine lamentation. Le lendemain, je suis devenue froide. Pas glacée comme la pub pour un chewing-gum mentholé. Non, froide comme une femme dont le feu intérieur s'est consumé. Il restait de la cendre. Grise, neutre, stérile. Il n'a rien vu. Les hommes ne comprennent rarement du premier coup. Ils attendent qu'on imprime le message noir sur blanc. Je sais. Mais je n'ai pas écrit. Pourtant, il a fini par sentir. Parce que j'ai cessé de lui lisser le col de sa chemise. De repasser ses t-shirts. Et, pour la première fois en 3 ans, je lui ai dit « Range après toi ». On continuait de vivre ensemble. Mais l'air dans l'appartement avait pris une texture qu'on pouvait couper au couteau, servir avec garniture. 3 semaines ont passé, longues, comme ces grandes vacances en campagne chez ta grand-mère, sans internet ni distraction. Il demandait de plus en plus souvent « Ça va ?» et je hochais la tête, lentement, comme si j'étirais le temps. Je tartinais mes confitures aussi doucement que possible, comme si je voulais que le geste ralentisse, fondre la colère dans le sucre. Puis, la mère de mon mari a appelé. Là, c'est là que le vrai spectacle a commencé. Mais ça, c'est une autre histoire. Chapitre 6. Le téléphone a sonné à 11h42. Je m'en souviens parfaitement. J'avais une cuillère à la main, trempant dans un pot de pâte chocolatée qui se prenait pour de la Nutella, mais coûtait le prix du sel, et réconfortait comme un vieux drap mouillé d'amertume. Ne me demande pas pourquoi je faisais ça. Simplement lundi. C'est ma mère, a-t-il dit. Et son visage m'a tout révélé. Le chaos allait commencer. Il a pris le combiné et activé le haut-parleur. Erreur de débutant. Mais, d'un autre côté, si tu prêches la transparence à la maison, commence par toi-même. Ou par le pavé sonore de ses vérités. Mais t'es devenu fou ou quoi ? A tonné sa mère. Maman, a-t-il commencé. Non, toi, attends. Je n'ai pas mis au monde une fille pour t'entendre dire un jour. Je suis partie parce qu'il me manquait quelque chose. Ce n'est pas ta vie qui claudique, c'est tes 2 jambes. Je me suis appuyée au chambranle de la porte, le cœur serré. On allait traverser sans le vouloir une thérapie familiale, sans tarification. Hausse des voix assurée. Douleur garantie, sa mère en maîtresse inquisitrice. Tu crois que tu veux ressembler à ton père ? A-t-elle hurlé. Silence. Même les oiseaux dehors se sont tus, comme curieux de ce drame sans rideau. Il m'a abandonnée quand j'avais 3 mois. Pour une femme stérile, ils ont adopté une fille. Tu sais comment ils l'ont choisie ? Elle a crié « Maman !» en courant. Oui,
Je me souviens, a-t-il dit, la voix faible. Toi, tu volais une sucette dans leur corbeille à bonbons, sachant déjà que tu méritais pas le reçu. On te recousait propre avant de te rendre, un pantin réparé. Et à la fille, des robes neuves, des nœuds roses, le droit d'être aimé. Il ne pleurait pas, il tenait bon. Mais je voyais, si sa carapace avait cédé un peu plus tôt, il serait tombé en morceaux. Ses poings se serraient sur ses genoux. Si tu restes avec elle, tu seras exactement comme lui. Je ne veux pas être comme lui, a-t-il murmuré. Alors taille-toi les jambes, bon sang, a-t-elle claqué avant de raccrocher. Je suis restée muette. Il s'est levé, a lentement marché jusqu'à moi. Il hésitait à poser la main. On ne sait plus si on a le droit d'aimer après de telles phrases. J'ai merdé, a-t-il soufflé. Tu veux dire, t'as avancé en reculant, ai-je répondu. Je ne sais plus qui je suis, a-t-il ajouté, mais je sais qui je ne veux pas être. Et là j'ai vu non plus l'homme, non plus l'adulte, non plus le traître, mais un gamin en vieux combi vert, tremblant, espérant, être choisi. Un gamin qui voulait qu'on lui dise « Oui, tu comptes, oui, je te garde ». Chapitre 7. Le lendemain, il a proposé qu'on aille voir une psychologue. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Il était assis au bord du lit, en slip, l'air de quelqu'un qui vient de lire le manuel de sa machine à laver, et réalise qu'il a vécu toute sa vie sans enlever les boulons de transport. Peut-être qu'il faudrait essayer, a-t-il dit, plutôt que d'attendre que ça se passe tout seul. Comme un bleu disparaît ? Ai-je demandé. Il a hésité. Non, ce n'est plus un bleu, c'est une fracture déplacée. Il n'a pas bronché, sans doute parce qu'il savait que je n'étais pas en train de plaisanter, ou parce qu'au fond, il avait déjà senti que quelque chose en lui était brisé. Alors nous y sommes allés. Elle s'appelle Sophie, des lunettes au bout d'une chaînette, et elle ponctue chaque phrase d'un « qui vous pousse à tout avouer, même si vous cherchiez juste un arrêt de migraine. « Pourquoi êtes-vous ici ?» a-t-elle demandé. On s'est regardé. « Parce qu'à deux, on est en train de s'étouffer, » ai-je répondu. Il a ajouté « Parce que j'ai presque tout cassé. » Presque ? Je n'ai pas pu m'empêcher. Ok, tout. Mais peut-être, on peut recoller. Sophie a hoché la tête. Et là, j'ai compris quelque chose de terrible et de simple à la fois. On ne sait pas comment faire. On ne nous a jamais appris à construire une relation où l'on reste soi-même. Non. On sait très bien comment ne pas faire. Comment éviter, hurler, partir, choisir l'absence. On a été formés, mais dans l'école de la douleur, pas de l'amour. On va commencer simple, dit-elle. Pour vous, qu'est-ce que c'est, la famille ? On s'est figé. On connaissait le mot, mais le dire, c'est une autre histoire. La sécurité, a dit-il. Un endroit où tu es attendu, même si tu es bête. La maison, ai-je dit. Où tu peux être toi, même si ça fait 3 mois que t'as pas refait ta manucure. On a parlé, beaucoup, pour la première fois depuis longtemps, sans sarcasme, sans reproche. Il a dit qu'il avait l'impression de vivre la vie d'un autre, qu'il n'avait pas eu le temps de choisir qui il voulait être, qu'on l'avait mis dans un rôle, trop tôt. « Je ne suis pas partie à cause de toi », a-t-il dit. Je fuyais moi-même, et tu étais juste là. J'ai dit que moi non plus, je n'étais pas prête, que j'étais fatiguée, que parfois je l'enviais, parce que lui, au moins, il partait. Moi, je restais. Avec les casseroles, les pleurs d'enfants, et moi-même. Et Sophie a dit une phrase que j'ai collée sur le frigo, comme un mantra. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, mais ce que vous faites ensuite. On est sorti du cabinet un peu différent. Pas sauvé, mais sauvable. Chapitre 8. La première consigne de Sophie était simple, sur papier. Écrivez-vous une lettre, dit-elle. Comme si vous ne vous disputiez pas, mais veniez de vous rencontrer. Il m'a regardé comme si je venais de lui demander un devoir de philo. J'ai jamais réussi à rendre un devoir sans tricher. Et moi j'ai pensé, si tu recommences avec une histoire sur ma soupe aux pois, je jure que je lance une révolution ici même. Le soir, on s'est installé. Lui dans la chambre, moi à la cuisine avec ma tasse de tilleul et des biscuits qui s'émiettaient comme nos rêves d'un bonheur tranquille. J'ai écrit. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, pas un roman, juste des mots. Je me souviens de la première fois que j'ai pensé que tu pourrais être mon homme. Parce qu'il a baissé ma capuche, murmuré. Tes cheveux sentent la mer. Même si on est à Lyon. Il a répondu aussi. Sa lettre commençait par
désolée de m'être comportée comme un cactus décoratif. J'ai pleuré, puis ri, puis encore pleuré. Je crois que c'est ça, la thérapie pour adultes. Nouvelle consigne. 3 mots gentils par jour. 3. 3 jours plus tard, j'ai eu « Merci, tu es forte » et « Tes pieds sont beaux ». Les pieds, j'ai regardé mes talons cabossés par les tongs du marché et pensé « Tu confonds pas avec quelqu'un d'autre ?» Il a ri, ce rire, maladroit, gêné, comme au tout début, mais vivant. Chaque semaine, Sophie nous donnait un nouvel exercice. Regarder un film, et plutôt que raconter l'histoire, parler des sentiments, sortir sans téléphone, juste marcher, se taire ensemble. Organiser un rendez-vous maison. Moi, je faisais des pâtes. Lui, achetait du vin. On s'asseyait sur le balcon. Là où il fumait avant, maintenant, il y avait des bougies et de la menthe en pot. Petite victoire. On a commencé à s'écouter. Vraiment écouter. Pas attendre son tour pour parler. Écouter. Il m'a confié qu'il avait peur d'être un mauvais père. Moi, j'ai dit que j'avais peur de redevenir invisible. On a recommencé à rire. Pour la première fois depuis longtemps, rire ensemble. De ses chaussettes sales, de ses chaussettes qui se mélangent à mes sous-vêtements, de moi qu'il appelait intestin droit. Parce qu'il mangeait tout le temps. On a découvert qu'on partageait quelque chose. L'humour. Puis un soir, il m'a dit « Tu sais, je tombe amoureux de toi, encore. » Et j'ai répondu « Attends, on a encore une tâche sur les conflits. Ne te relâche pas. » Il a ri, et j'ai compris. Peut-être qu'on ne guérira pas tout. Mais si on peut rire, alors c'est qu'il y a encore une chance. Chapitre 9. Quand Sophie a dit « Essayez de vous toucher comme si c'était la première fois », j'ai failli répondre. Peut-on d'abord prétendre qu'on se connaît depuis au moins 5 minutes ? Parce que, vérité, j'avais oublié comment il sentait. Pas parce qu'il avait cessé de se laver, mais parce que nous étions noyés sous les couches de couches-culottes, les tasses sales, les carnets de vaccination. La romantique, ce mythe dans lequel je croyais jusqu'au premier gastro-soir. Mais on a essayé. Il a effleuré ma main dans la cuisine. Pas un geste automatique, pas fonctionnel, juste parce que. Comme avant. À l'époque où on ne se demandait pas quel repas donner aux gosses, ou quand la machine va-t-elle à nouveau gronder comme un groupe de métal. J'ai sursauté. Pas par désir, par surprise. Et c'était à la fois doux et maladroit. C'est comme remettre ce vieux t-shirt, a-t-il soufflé. Tu sais qu'il est favori, mais d'abord tu ne te souviens plus qu'il te va comme une seconde peau. J'ai ri. Puis j'ai pleuré. Parce que, mon Dieu, j'étais fatiguée d'être uniquement utile. Une femme qui cuisine, lave, essuie, console. Et à l'intérieur, un océan que personne n'a regardé depuis longtemps. Il a recommencé à toucher. Plus souvent. Sans but. Juste. Poser une main sur mon dos. Glisser un manteau sur mes épaules. Laisser son regard attendre un instant trop long. Ces gestes, des cartes postales minuscules du passé. Salut. Je suis toujours là. Tu me manques. Moi, j'ai osé répondre. D'abord avec prudence. Et si tu te refermes ? Et si tu crois que tout est pardonné ? Et si... Mais l'envie revenait, doucement. Comme un chat chassé par une porte qui revient, quand elle entend l'ouverture d'une boîte de croquettes. On a recommencé à flirter, tout doucement. Tu sais, m'a-t-il dit un matin, quand je portais un vieux peignoir et un essuie-cheveux sur la tête, tu es toujours la femme la plus belle du monde. Vraiment ? Ai-je répondu. Regarde dans la glace. Ce monde a un éclairage merdique et des standards moisis. Il a ri. J'ai ri aussi. Pas parce que c'était drôle, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, on redevenait intéressants l'un pour l'autre. Pas comme survivants d'un naufrage, mais comme deux humains, avec leurs douleurs, leurs rires, leurs fatigues, et l'envie de recommencer. Un jour, je l'ai regardé. Pas d'un regard chargé d'attente. Pas d'un regard accusateur. Juste, je regardais. Et je me suis dit, il est toujours lui. Et moi, je suis redevenue moi. Chapitre 10. 4 ans après cette dernière dispute, après des thérapies, des cris, des larmes, des vérités vomies en pleine nuit, des exercices qui nous ont rapprochés plus que n'importe quel verre de vin, elle est arrivée. Elle s'appelle Marlène. Oui, c'est moi qui ai tenu à ce prénom. Marlène ? Il a grimacé. On dirait le nom d'une demoiselle d'un vieux pensionnat romantique. Peut-être. J'ai haussé les épaules.
Ou comme celle qui énerve d'abord tout le monde, puis finit par être la plus solide, la plus drôle, la plus vraie. Il m'a regardée avec méfiance. Tu parlais de toi, là? Et tu pensais que j'allais l'appeler comme ton ex? J'ai répondu. On a ri, et j'ai pensé ce sera Marlène. Parce que dans ce nom, il y a de la force, de l'espièglerie, un petit goût de France, et surtout aucune page encore écrite. Marlène est arrivée comme un espoir attendu. Pas comme une tempête surprise, mais comme l'aube après une longue, difficile nuit. On n'en a rien dit aux réseaux sociaux. On a gardé la joie pour nous. Fragile, intime, vrai. 3 jours après la sortie de la clinique, il a préparé le petit déjeuner, nettoyé les sols, fait le café, grillé les toasts, même balayé les miettes. J'ai pleuré. Non de fatigue. Mais parce que dans ces miettes, j'ai senti le soin, le choix, la reconnaissance. Il était resté. Non par obligation, non parce qu'il devait, mais parce qu'il avait voulu. Puis le jour de mon anniversaire est arrivé. Sa mère est venue tôt, avec des roses et une enveloppe. « Achète-toi un parfum », a-t-elle dit. Une femme doit sentir bon, même si elle a des cernes comme un panda, surtout alors. Je l'ai remerciée. Et sans attendre que le café refroidisse, j'ai commandé un four neuf, avec convection, vapeur, bouton brillant, luxe discret, mais désir de renouveau. 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de confirmation. Il a souri. Sa mère? Non. Quoi? Tu l'as déjà dépensé? J'ai commandé le four. Je t'ai donné cet argent pour que tu te sentes femme, pas cuisinière de permanence, a-t-elle crié. C'est grâce à moi que vous êtes encore ensemble. On s'est figé. Elle fulminait, peut-être avec des raisons, mais dans le mauvais ton. Il a répondu calmement. Maman, merci, mais ce sont ses sous. Elle a le droit de décider. J'ai ajouté doucement. L'odeur de vanille, c'est un parfum aussi. Il dure plus longtemps que les parfums de flacon. Elle a soupiré, s'est assise. C'est dur de te voir disparaître. Tu étais belle, maintenant tu es juste occupée. Ce n'était pas un reproche, c'était une peur. Parce qu'elle a vécu dans une maison où ça sentait le bortsch, pas le jasmin, où la belle robe n'était empruntée qu'une fois, à un mariage de copine. N'oublie jamais qui tu es, a-t-elle murmuré. Femme, mère, épouse, certes, mais d'abord, toi, femme. Même avec des enfants, des crédits, le poids des souvenirs. La douleur, c'est une maison dans laquelle on vit. On n'en voit jamais les murs. Elle s'est tue, puis presque à voix basse. Ne deviens pas comme nous, celles qui regardent un jour le miroir et ne souviennent plus de la femme qu'elles rêvaient d'être. Mon mari s'est levé, s'est approché de moi. Il m'a regardée, sans hésiter, avec certitude. Je t'ai choisie, pas comme épouse, comme femme, avec ou sans parfum, sans paillettes. Avec toi, j'ai une maison, même si elle n'a pas d'odeur. Sans toi, c'est juste des murs. À ce moment, Marlène est entrée, petite, rose, avec des yeux larges, innocents, comme 2 gouttes de mon passé et de mes espoirs mêlés. Maman, est-ce que je suis jolie? Je me suis accroupie, les regarder dans les yeux, le visage rond, clair comme un matin d'été. Oui, tu es jolie, même sans parfum, sans maquillage, même si tu n'entends pas ça tous les jours, parce que la beauté, ce n'est pas ce qui sent bon. C'est ce que reste en les larmes lavées, les peaux usées, les mains qui bercent, nettoient, protègent. C'est un cœur qui n'a pas abandonné. Marlène a hoché la tête, puis elle s'est levée et est partie jouer. Sa grand-mère a regardé par la fenêtre et, plus doucement, dit « Tu as bien parlé, même moi je me sens mieux. » Moi, j'ai pensé, peut-être qu'elle a toujours fait ce qu'elle savait, comme elle a pu, comme on nous a appris. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la porte. Puis, un petit sourire, sans colère, et un murmure. « Bon, on va chercher ton parfum, mon garçon. Puisque le four est déjà commandé, ta femme mérite peut-être les 2. » Il s'est approché, a pris ma main. « On y va ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je répondu. Mais seulement si, en route, on achète une baguette. Je serai élégante, et le ventre plein. » On a ri. Et sa mère a ajouté, en souriant. Juste une bonne décision d'investissement, enfin. Chapitre 11. La vie a repris son cours. Pas celle qu'on montre dans les pubs pour jeunes parents, avec enfants habillés comme des poupées et crêpes chaque matin. Non, la vraie vie. Les poubelles qu'on n'a pas sorties, les chaussettes qui mènent leur propre existence sous le canapé. Mais on tenait bon.
Je restais mère, épouse, femme, parfois dans cet ordre, parfois en sens inverse, parfois juste mère. Hors femme, cachée dans les toilettes, le téléphone à la main et le dernier biscuit comme seule compagnie. Il revenait du travail, enlevant sa veste comme on enlève des chaînes, pas un manteau. Et moi je le regardais, fatigué, café touchant à sa faim, patience au bord de l'usure. On ne se parlait pas forcément. Mais on vivait, ensemble, dans le même bateau, tanguant entre purée, réunion scolaire et crédit. Marlène grandissait. Le grand garçon commençait à donner des coups de pied dans un ballon avec plus de force qu'avant, à lâcher des phrases devant lesquelles je me sentais vieille comme un mammouth. « Maman, à ton époque, y avait-il déjà Internet ?» me demanda-t-il. Puis un jour, banal, discret, sa mère, ma belle-mère, est revenue. La cuisine sentait le pain grillé laissé trop longtemps, le shampoing pour enfants. Elle s'est assise, à souffler comme si elle portait un sac de pommes de terre sur le dos. Elle m'a regardée. Longtemps. Trop longtemps. « Écoute, a-t-elle commencé. Je sais que tu ne m'as pas toujours comprise, mais je m'inquiète. » J'ai figé ma tasse entre mes mains, parce que souvent ce mot, inquiète, cache un entrepôt de reproches. Tu as toujours été forte, mais dernièrement, je me demande, est-ce que tu es heureuse ? Surprise, je m'attendais à des reproches. J'ai eu une question. Parfois, j'ai répondu honnêtement. Et parfois non. Je veux juste que tu ne t'oublies pas, a-t-elle ajouté. Pas en tant qu'épouse, en tant que femme, toi-même. Pas seulement pour lui, ou pour nous, pour toi. Je l'ai regardé, et j'ai vu, oui, ce qu'on appelle la vraie inquiétude, cachée dans des remarques maladroites, des conseils mal embobinés, sa propre histoire d'une femme qui vivait dans une maison qui sentait le bortsch, pas le parfum. Où une belle robe, c'était un prêt pour un mariage d'amis. Merci, j'ai dit. Si tu veux, a-t-elle proposé, je peux garder les enfants quelquefois, et toi, prends du temps pour toi. Un massage, un café seul, sans miettes sur le cache-mug. On a ri, toutes les deux. Puis Marlène est entrée, évidemment à ce moment. « Maman, toi et mamie, vous êtes copines ?» Je l'ai regardée. Elle a regardé sa mère. On s'est souri, d'un même cœur. « On essaye », avons-nous répondu. C'était vrai. Le soir, quand il est rentré, je lui ai raconté la conversation. Il a été d'abord surpris. Puis m'a serré dans ses bras, puis il m'a dit « Je suis fière de toi ». Pourquoi ? J'ai demandé « Parce que tu continues, quoi qu'il arrive ». Et dans ma tête, j'ai pensé « Parfois le plus grand des héroïsmes, ce n'est pas de fuir, c'est de rester. Quand la soupe bouillonne, quand le planning déborde, quand l'enfant crie, quand la tasse est froide et que tu es en peignoir, avec pour seule envie, devenir une plante verte, parce qu'au moins on ne vous dérange pas. » Chapitre 12. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que par un soir d'automne, je m'assierais sur le carrelage de la cuisine, avec 2 enfants qui crient, un chien qu'on a adopté pour ne pas s'ennuyer, et un dîner en train de mijoter, et que je me sentirais heureuse, je lui aurais demandé le numéro d'un psychiatre, ou au moins un verre de vin fort. Et pourtant, me voilà. Marlène, notre petite tornade de questions sans fin, dessine sur le frigo avec un feutre lavable, ouf. Le grand, coincé dans l'adolescence, les casques sur les oreilles, prépare ses œufs au plat, feignant de n'entendre personne, mais il reste avec nous. Comme une encre, comme un signe que même dans le chaos, on est là. Moi, je prépare le dîner, pas par devoir, par choix. Il revient, me prend dans ses bras, odeur de fromage, de vin, de fatigue vraie. Un homme, vrai, tu veux de l'aide ? Il est tard, réponds-je. Toujours trop tard, dit-il. Oui, mais au moins maintenant tu proposes. Ça, c'est une victoire. On n'est pas parfait, on se dispute. On oublie qui a sorti les poubelles, qui a renversé le jus, qui a promis quoi, mais on est ensemble. Pas parce que c'est obligatoire, parce qu'on a choisi. Parfois je le regarde, je me souviens. Toi, l'homme qui a failli tout briser. Puis je revois. Toi, celui qui a tenu les morceaux, qui a choisi de reconstruire. Comme l'amour, ce n'est pas l'absence d'erreur, mais l'envie de rester quand tu sais que tu aurais pu partir. Marlène demande « Maman, c'est quoi une femme forte ?» Je souris. C'est celle qui sait faire un bon plat, qui sait rire
et qui ne s'oublie pas, même si tout le monde crie et que le chien bouffe ta pantoufle. On rit, tous ensemble. Et ce soir, quand les enfants dorment, il me tend 2 verres de vin. On s'installe sur le balcon, comme après ce premier exercice avec Sophie. Un peu timide, un peu maladroit, mais vivant. On a réussi ? Me demande-t-il. Pour l'instant, oui. Et demain ? On continuera d'essayer, ensemble. Je regarde par la fenêtre. Autour, la ville, les immeubles, des milliers de vies anonymes. Mais ici, dans notre maison, il y a de la place pour l'amour, les erreurs, le pardon et le vieux four que j'ai commandé pour mon anniversaire. C'est mon histoire, sans filtre, sans héroïsme, juste une femme qui a survécu, qui est restée elle-même et qui a appris à rire de nouveau. Si tu te reconnais, sache, tu n'es pas seule. Si c'est dur maintenant, tu as le droit de le dire, de ne pas être forte à chaque instant, de ne pas savoir où aller, juste de vouloir du silence, un thé chaud, un souffle tranquille. Si ton histoire ressemble à la mienne, écris-la, partage-la. Parce que ton voix, peut-être, c'est ce que quelqu'un en ce moment attend pour respirer. On est plus proche qu'on croit, et plus fort qu'on imagine.